Jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit sur RMC, sur la chaîne After Foot TV évidemment, l'after première radio de France le soir avec vous jusqu'à minuit. Le 32-16 est ouvert, soirée exceptionnelle ce soir bien sûr. L'événement c'est le match OM Paris Saint-Germain, première victoire de Marseille au Vélodrome face à Paris depuis novembre 2011. On va en parler dans quelques instants. Et deuxième événement, la cérémonie du Ballon d'Or qui est en cours. On va aller sur place dans quelques instants. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Et Florent Gautreau est là. Salut Florent. Salut à tous. Il est au stade à Marseille. Jean-Louis Tour est avec nous. Salut Jean-Louis. Salut tout le monde. Les gars, c'est une soirée historique pour l'OM. Enfin historique, oui, dans la mesure où ça faisait quand même 14 ans qu'il n'y avait pas eu de victoire marseillaise au Vélodrome face à l'OM. Il y a énormément de choses à dire ce soir. On va en parler dans quelques secondes, juste après les 3 points, car ce soir, pour un lundi, nous avons les 3 points exceptionnellement. C'est parti, jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Flo, tes 3 points. Mon premier point, c'est qu'on a vu un l'OM qu'on n'avait pas vu l'an dernier, qu'on attendait, qu'effectivement l'écart se resserre quand le PSG est un peu amoindri. Mais je ne veux pas commencer par parler du PSG. Et l'OM a fait un grand match, et je voudrais parler notamment de sa défense, parce que je pense que le mercato défensif fera la diff. Le deuxième, c'est que ce PSG là, malgré tout, et c'est presque rassurant de se dire que quand même, quand tu enlèves Doué, Dembélé, Barcola, Neves, ça peut pas être la même chose. Mais il y a aussi tactiquement des choses bizarres, et ça n'a pas été un bon match du PSG, à part de Vitinha. Et puis le troisième point, c'est cette soirée un peu bizarre où il y avait la moitié de l'équipe, enfin une partie de l'équipe qui était au Ballon d'Or et l'autre partie qui était sur un terrain de foot, et que ça m'a paru un peu curieux, et que décidément cette cérémonie du Ballon d'Or me gêne plus que jamais. Daniel, tes 3 points. Tu l'as dit, le premier point c'est l'événement, parce que l'OM qui bat le PSG c'est devenu un événement, le match avec 2 parties. J'ai aimé, c'est le point 2, la façon dont l'OM a joué dans la première période, beaucoup moins dans la deuxième période, et je me suis dit à un moment qu'ils allaient finir par gâcher leur fête. Bon, finalement c'est une fête pour eux, mais ils ont failli gâcher en abordant la seconde période d'une façon que j'ai pas aimé. Et le troisième point, au moment où justement ce soir c'est la cérémonie qui va récompenser une individualité, moi ça ne me gêne pas, et j'aimerais quand même que de temps en temps on se souvienne que oui c'est un sport collectif, que oui l'entraîneur c'est très important, mais le PSG nous montre également ce soir, et l'OM quelque part avec ses recrues, que les individualités dans une équipe, quand elles sont là c'est très bien, quand elles sont pas là c'est moins bien, et que tu peux avoir toutes les tactiques de la terre, les intentions, les ceci, les cela. Il y a des hommes sur un terrain, et que quand les bons sont là, ça change quand même les choses. Moi, je vais rebondir sur ce troisième point de Daniel qui me paraît très important, parce que c'est vrai que c'est important sur la conception qu'on a du foot. Moi, je dirais que ce soir, au contraire, c'est le collectif marseillais, justement, c'est la solidarité. C'est sûr, et c'est les 11 marseillais. Les hommes bien, t'es un malin, toi, pour retourner ce que je dis. Je si tu as le collectif et les bons joueurs, c'est très bien. Quand tu as le collectif tout seul et pas les bons joueurs, c'est dans la merde. Je pense que si ce soir, tu avais un Marseillais, que tu avais un Aubameyang, que tu avais mis 4 buts, je serais d'accord avec toi. Ce soir, j'ai vu surtout une équipe défensivement. Je ne comprends pas pourquoi tu solidaire. t'obstines avec cette vision. Alors, ça a toujours été les individualités qu'on fait gagner le foot. On a le temps de faire le débat tranquillement. Voyons. D'abord, là, il manque les meilleurs Parisiens, ça se voit. Et deux choses importantes. Les Marseillais ont fait des super recrues, ça se voit aussi. 2 choses importantes. Déjà le Ballon d'Or, et ensuite une annonce concernant l'after qui va vous plaire, vous supporters lyonnais. D'abord, on va au Ballon d'Or. Clément Brossard est sur place. Salut Clément. Salut Gilbert, salut tout le monde. Bon, raconte-nous ce qui s'est déjà passé et ce qui va se passer dans les minutes qui viennent. Alors il y a eu un petit moment assez drôle juste à l'instant, c'est qu'on vient de nommer la meilleure équipe de l'année. Le public du Châtelet n'était pas au courant qu'il y avait une distinction pour l'équipe féminine et une distinction pour l'équipe masculine. Donc Arsenal a été nommé équipe féminine de l'année, et il y a eu des sifflets dans le théâtre. Et à l'instant, on va annoncer l'équipe masculine de l'année. Il y a peu de doute évidemment que le Paris Saint-Germain s'en tire sans la distinction. En revanche, on a eu déjà des trophées, des récompenses, le trophée Copa avec notamment. La distinction, tu veux dire. Oui, exactement. Oui. Lamine Yamal a notamment remporté le trophée Copa de meilleur joueur, de meilleur jeune, Vicky Lopez pour les filles. Le trophée Cruyff du meilleur entraîneur a été décerné à Sabrina Wigman pour la sélectionneuse anglaise, et pour Luis Enrique. Luis Enrique qui avait déjà prévu le coup, qui avait déjà fait un discours qui a été notamment diffusé sur les écrans ici au théâtre du Châtelet. On a pu apercevoir notamment des sourires complices entre Désiré Doué, João Neves
assis côte à côte et Dembélé juste devant pour se moquer un petit peu du discours de leur entraîneur. Le trophée Yacine Lef a été remporté par Gigio Donnarumma, gardien du Paris Saint-Germain aujourd'hui à Manchester City, et le club de l'année donc qui va être décerné dans quelques instants. Le prochain trophée évidemment que tout le monde attend, eh bien c'est le Ballon d'Or masculin. 22h48 pour l'heure, avec 3 Parisiens encore en lice dans le top 10, à savoir notamment Vitinha, Hakimi et Dembélé. À tout à l'heure pour nous confirmer qui est le Ballon d'Or, bien sûr, et puis nous débattrons tout à l'heure après 23h. Pour l'instant, nous on reste sur le match. Mais d'abord, sachez, vous savez qu'on est dans la 20e saison de l'After, on a plein d'annonces importantes cette semaine à vous faire, vous allez être surpris. Et vous allez peut-être être surpris dès maintenant, puisque demain soir, Florent, Daniel, nous serons à Lyon. Pourquoi ? Parce que la première émission de l'After, le 4 avril 2006, eh bien, s'est faite juste après un match de l'OL. Évidemment, tout le monde s'en souvient. Enfin, nous, on s'en souvient très bien. C'était Lyon-Milan AC, et bien sûr, élimination des Lyonnais ce soir-là, malheureusement pour l'OL. Premier After. Et il y a une personnalité du foot français qui nous a accompagnés pendant 20 ans. On s'est aimé. On s'est déchiré, il y a eu différentes étapes. C'est bien sûr Jean-Michel Aulas. Et Jean-Michel Aulas, pour célébrer les 20 ans de l'After, eh bien, sera avec nous demain soir. Demain soir, spécial Jean-Michel Aulas dans l'After. On sera à Lyon demain avec lui pour revenir sur ses 20 ans d'After, 20 ans de foot à Lyon. J'espère qu'il aura un mot sur toute l'actualité du football, parce qu'il y a plein de dossiers sur lesquels son avis m'intéresse. Exactement, donc restez bien à l'écoute demain. Si vous êtes lyonnais, évidemment, mais pas que si vous êtes lyonnais, parce que Jean-Michel Aulas est toujours vice-président de la Fédé, il a toujours un avis sur tout, avisé, il a quand même fait des choses assez extraordinaires dans le foot, mine de rien, même si on n'a pas toujours été d'accord avec lui. On est pressé de le rencontrer, enfin de le revoir, on s'est déjà vu quand même pas mal de fois. Ce sera demain soir, bien sûr, dans le cadre de nos 20 ans, c'est la première étape d'une tournée que nous lançons dans ce mois de septembre, et tous les mois, il y aura des étapes surprises comme ça qu'on va vous distiller pour célébrer la 20e saison de l'After et aller au contact des auditeurs, parce que c'est aussi ça le but, c'est de vous faire participer à toutes ces émissions. Voilà. Et puis tiens, je précise autre chose, que les drôles de dames qui n'étaient pas là entre 20h et 22h sont disponibles en podcast. Nicolas Jamin a enregistré l'émission malgré le match OM-PSG, et donc podcast dispo des drôles de dames si vous voulez l'écouter demain matin, ce soir tard, après l'After, quand vous voulez. Bon, on y retourne sur le match. On l'a dit, victoire de l'OM qui, bon, historique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin bon, tellement inhabituel qu'on voit depuis 14 ans, qu'on voit une célébration ce soir. C'est un petit moment historique, puisque exactement. Oui, à domicile, parce qu'ils ont gagné un match au Parc, c'est vrai. En 2020. En Ligue 1, vous voulez dire. Ils ont gagné en Coupe de France au Vélodrome. Et en Ligue 1, ils avaient gagné au Parc. Oui, en 2020. C'est ça. Ouais. Oui, avec le but de Payet là. Et le match en Coupe de France. Donc en Ligue 1 au Vélodrome. Et ça reste devant leur public un moment quand même qui, à mon sens, est assez important ce soir. Donc je disais, l'analyse du match, je pense qu'on a vu la même chose, que j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait l'OM dans la première période, à savoir faire ce qu'on attend toujours qu'une équipe fasse contre un dominant, et surtout quand le dominant s'appelle PSG, c'est-à-dire un jeu parfaitement huilé, un jeu très technique, un jeu fait de récupération rapide, de mise en œuvre des offensives rapides. Aller presser haut, ne pas les laisser respirer, les étouffer, les agresser même, parce que je trouve que dans l'attitude, on a vu dans cette équipe de Marseille ce soir ce qu'on attendait depuis longtemps et qui avait peut-être été pensé d'autres années mais mal fait. Là, ils l'ont bien pensé et bien fait. Ils se sont créés une occasion très vite, même si Lucas Chevalier a beaucoup aidé. Et le fait de marquer leur a donné beaucoup de confiance ensuite. J'ai bien aimé cette première période, encore une fois, je le répète, qui vraiment me semble être tout ce qu'il faut faire si tu veux emmerder ce PSG-là, diminué par l'absence d'individualité hors norme qui n'était pas là. Voilà, je parlerai ensuite de la deuxième période. Comment tu veux le résumer ? En fait, si je le résume par leur rentrée dans le chou, c'est un bon résumé ? Je pense qu'il y a eu d'abord ça, et ensuite, parce que ça suffit pas, une fois que tu presses, que tu vas rentrer, que parfois tu mets le pied, que tu as été à la limite parfois sur certains contacts, derrière, une fois que tu as le ballon, il faut pouvoir l'utiliser. Ils l'ont eu, le ballon, ils ont essayé de l'utiliser. On ne peut pas dire que dans leur phase offensive de récupération haute, ils ont souvent bien utilisé ce ballon. Il n'y a pas eu d'occasion de ce côté-là de l'OM. Les occasions qu'ils ont eues tout au long du match, ça a été des transitions finalement.
qui ont mal été exploités parce que certaines individualités devant, à mon avis, ne vont pas assez vite et sont plus vraiment dans le coup, je pense, comme Aubameyang. Mais ça, on y viendra après parce que c'est plus la deuxième période. Mais encore une fois, je vais laisser la parole à Flo. Vraiment, cette entame, cette intention initiale, c'est tout ce qu'on attendait, même pas que de l'OM, d'un adversaire capable d'emmerder ce PSG. Ouais, moi, les deux choses, effectivement, pour rebondir sur ce que dit Daniel, c'est, je pense qu'il y a deux aspects. Tu as l'aspect que tu viens d'évoquer, je vais commencer par celui-là, c'est l'attitude, comme tu dis Gilbert, c'est une attitude conquérante, quoi. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que l'an dernier, ils se sont trompés dans la semaine qui précédait le match sur le fait de pouvoir aller concurrencer le PSG. On parlait même pour le titre à l'époque. Là, ce que j'ai dit vendredi quand on a fait l'avant-match dans l'after, j'ai dit déjà, ils peuvent concurrencer le PSG. C'est exactement ce qu'on n'a pas vu l'an dernier quand Greenwood s'est planqué. Ils ont tout simplement pensé à concurrencer un PSG, certes diminué, sur un match. Ce qui ça est possible sur un match. Il faut oublier l'histoire du titre et tout. Et ça, ils étaient dans la bonne attitude. Et aussi parce que il y a quand même l'expérience. Il y a deux choses à mon avis. Tu as l'expérience des Pavard, Aguerd, Højbjerg, qui était bon ce soir. Ça s'appelle les individualités. Ouais, Ils font également la différence dans une équipe. Ça en fait beaucoup. Et je pense que l'homme symbole ce soir, c'est Greenwood. Dans justement ce que tu as décrit, ce que vous avez décrit sur l'investissement et le pressing. Parce que honnêtement, jusqu'à la 80e, même s'il était un peu cramé à la fin... Est-ce qu'on l'a déjà vu comme ça? Jamais. Moi, j'ai jamais eu autant à ce point sur l'aspect défensif du jeu. Par contre, évidemment, même son implication globale. Mais qu'est-ce que tu vois derrière? Moi, je comprends pourquoi il ne le fait pas, mais il a tort, d'habitude. C'est que derrière, tu as moins de lucidité pour les marquer. C'est évident. Tu as un peu moins de facilité, un peu moins de vitesse, mais c'est normal. Il a donné tout ce qu'il avait. Mais ça, tu lui pardonnes. Tu lui pardonnes plus facilement. Bien sûr. Puisqu'il a fait tous ses efforts et tout. Absolument. Parce que si tu rates la même action sans avoir fait ses efforts, là, on tombe dessus et on dit que ton match, il est raté. C'est un bon exemple à donner, ce qu'avait fait Dembélé dans la finale contre l'Inter, ce qu'a fait Greenwood ce soir, ce que font tous les attaquants modernes, en fait. Donc ça, c'est une chose. Et quand même, je reviens à l'aspect tactique. Là, je pense que Luis Enrique a perdu sa bataille tactique ce soir et qu'il est un peu perdu quand même par l'accumulation des absences. Cette défense à 3 avec ces deux pistons, pour moi, la bataille des pistons, c'est une bataille capitale. Aujourd'hui, Hakimi et Nuno, qui sont habitués à un système à 4, se retrouvent plus haut. Ils se font manger dans leur couloir, dans un premier temps, par Weah, qui a été énorme, et par Emerson Palmieri. Et ça, moi, voir les deux meilleurs latéraux du monde, mais dans un système à 4, se faire manger comme ça en tant que piston, je pense que là, cette défense à 3 parisienne n'était pas la bonne option. Les pistons mangés. Pourquoi il attend ça? Moi aussi, je ne comprends pas, parce que devant Tabouiri, point barre. Quel était le but de... Moi je pense que l'idée on met pas des jeunes sur un Marseille PSG au Vélodrome. Je pense que ça a été ça son idée. Donc à partir de là, quelle équipe on peut faire en mettant le plus de joueurs d'expérience? Tu fais rentrer un Zabarni qui n'a pas été mauvais par ailleurs, mais moi je pense que tu désorganises. Bradley Cooper. Tu désorganises. Il gagne quasiment tous ses duels, il est bien. Non mais il est bon, mais si tu veux, c'est pas l'option aujourd'hui. C'est qu'en désorganisant en enlevant tes automatismes liés à cette défense et tout simplement au système habituel, mais déjà la défense à 4 était deux points forts que sont Nuno Mendes et Hakimi. Moi je trouve que tu as déstabilisé l'équipe. Cela dit, encore une fois, Emerson Palmieri a gagné ses duels. Weah a été énorme. Gros match aussi, Emerson Palmieri. Gros match des deux côtés, des deux pistons. C'est pas vrai. Je pense que ce soir, on peut dire que De Zerbi, qu'on a parfois beaucoup critiqué tactiquement, lui a réussi. Évidemment que c'est mieux d'avoir Pavard pour le coup en troisième centrale que sur un côté. Donc là, Pavard, Aguerd, Balerdi. Tu as eu les deux boulettes de Balerdi habituelles, mais en dehors de ça, c'est énorme. T'enlèves les deux boulets de Balerdi. Dans le jeu aérien et dans l'expérience, ils ont été énormes. Écoutez Balerdi, on va l'entendre. On aura d'autres réactions tout à l'heure. Les conférences de presse aussi des coachs. D'ailleurs, petit chapitre prévu sur De Zerbi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui aussi. Mais écoutez Balerdi, s'il y a quelques instants sur Ligue 1+, juste après le match. C'est la folie. Il mérite. Cette supporter, il mérite. Et nous aussi, parce qu'on travaille toujours pour ça. Et on est content. Vraiment content. On est venu ici à la maison avec cette mentalité de ne laisser pas jouer à eux. Et je pense qu'on a bien fait, tous. Et on a bien travaillé. Et le travail, ça paye. Voilà, et De Zerbi a réussi à faire ce qu'il n'a pas réussi à faire l'an dernier. L'OM a aujourd'hui les moyens d'avoir une vraie belle équipe. Flo a raison, cette défense, si elle se met en place, et je ne vois pas d'autre issue, ça fait un petit moment qu'on le dit maintenant, vu ce que tu as recruté, que de jouer à 3, et ça sécurise en plus Balerdi, et surtout... l'homme du match ce soir, oui, même au-delà même de son but, Aguerd, et vraiment, je ne sais pas si on a vraiment douté, parce que ça faisait un petit moment qu'on ne le voyait plus et tout, mais... Puis il a eu aussi un moment de blessure, donc on l'a la belle impression qu'on avait de lui, ce qu'on pense de lui depuis longtemps, voilà, c'est un vrai top défenseur. Donc,
et un joueur ultra habile dans la surface adverse et pas que de la tête. Vous allez voir qu'il va mettre 2 buts comme ça. C'est un bon défenseur technique, effectivement. Ce qui leur manque maintenant, c'est de la confiance et du calme. Les deux vont aller calme, t'as l'impression que ça n'existe pas. S'ils arrivent à trouver du calme et de la confiance, elle fera du bien à un mec comme Balerdi, elle fera du bien à certains joueurs. Le calme, ça fera du bien à l'entraîneur. Si l'entraîneur se calme un peu, des mecs comme Balerdi vont peut-être également se calmer. Il faut en fait qu'ils contrôlent le feu qu'ils ont envie de mettre et qu'il y a autour de club. On n'arrête pas de le répéter, ce truc-là. Peut-être que la victoire de ce soir va les aider à se construire, parce que je pense qu'il y a de la qualité. Højbjerg, depuis le début de la saison, m'avait semblé vraiment en dessous. Ce qu'il fait ce soir, c'est tout juste, c'est tout bon, à tout point de vue. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont plu. Weah, j'ai souvent été sévère avec lui, non pas parce que je trouve qu'il est mauvais ou bon, mais c'est justement que je n'arrivais pas à avoir un avis. Pour moi, c'est un mec qui jusque-là était un peu insignifiant. Je trouve que ce soir, il a montré énormément de caractère. Il avait commencé à me plaire à Madrid. Là, il m'a plu. Maintenant, il reste des choses encore. Et juste sur Weah, Daniel, j'ajoute juste un petit truc. Pour moi, ça fait partie de la bataille tactique gagnée par De Zerbi. Parce que Weah, il n'a pas été aligné une seule fois à cet endroit-là depuis le début de saison. Et là, il le met vraiment sur Nuno Mendes. Weah, il est venu pour ça. Luis Enrique vient de s'installer en conférence de presse. On va écouter. Et ensuite, on revient à nos débats, bien sûr. Luis Enrique en direct, conférence de presse. Est-ce qu'on l'entend ? On va régler le micro. Il a commencé. Allez, c'est bon, on écoute. Être un but pour l'adversaire et on a peut-être pendant le mi-temps un manqué de profondeur, d'appel en profondeur et on a fait beaucoup d'erreurs cette première mi-temps, beaucoup d'erreurs simples qui ne permettent pas d'avoir de la continuation. Mais je pense que le deuxième mi-temps a été beaucoup mieux. On a contrôlé tous les matchs. Mais on a créé suffisamment de chances pour faire match nul. Mais on n'a pas marqué les buts. Et ça a été difficile dans le commencement du match. C'est ça un peu mon analyse. Bon, on va écouter encore une réponse ou deux. Je suis assez d'accord avec lui sur la deuxième période. On continue de l'écouter. Oui, on va, malheureusement, on n'entend pas les questions. Et c'est sa fondation d'ailleurs qui est récompensée au Ballon d'Or pendant ce temps. C'est vrai. Avec sa fondation de sa fille. Yo no sé, bueno, me imagino que estarás contento por ello, no mucho por el resultado de hoy. Hoy nos ha visto al PSG, que estamos habituados a ver de presión alta prácticamente los 90 minutos. On a vu le PSG qui a l'habitude de dominer pendant 90 minutes. La poca pretemporada que habéis hecho. Si crees que esto se va a notar a lo largo de la temporada o también en qué forma el equipo ha podido estar un poco con la cabeza no muy en el partido después de las circonstances del viaje de ida y vuelta de ayer. Voilà, il revient sur les circonstances du report, du voyage, est-ce qu'ils avaient la tête ailleurs. Est-ce qu'ils avaient, voilà, est-ce que ça a joué en fait sur ce qui s'est passé ce soir? Non, en français, s'il vous plaît. Non, mais la question lui a été posée en espagnol, c'est normal qu'il demande ça. Je ferai en français et en espagnol. Et je ne suis pas d'accord. Je pense que tu vas comprendre mon français parce que c'est acento asturiano. Je ne suis pas d'accord. On a pressé d'une manière sensationnelle. Son gardien a buté les ballons longs, a joué ballon long tout le temps. On a pressé incroyable. Quel que nous pouvons critiquer ou penser, c'est que peut-être on a fait beaucoup d'erreurs simples et quand tu fais en ce type de match, c'est beaucoup et tu as concédé un but, c'est difficile toujours de changer les résultats. Mais je ne suis pas content des résultats, mais de l'ambition, de la confiance, de tout ce que c'est l'ADN de cette équipe. Je suis content et c'est normal de perdre quelques matchs pendant la compétition. Rien de plus, rien à ajouter. Y si te lo digo en espagnol, creo que no sé qué partido has visto. Voilà, ça, il est nickel, tu vois. Faut quand même, pendant un an, on n'a jamais entendu ça. Il est nickel là, dans tout ce qu'il dit. Moi, je suis d'accord avec lui. Il le dit bien. Il dit aux journalistes, je suis pas d'accord avec toi. Il lui explique pourquoi. Il n'y a pas de mépris, il n'y a pas d'arrogance. En plus, je pense qu'il a raison.
Je pense que tu peux pas dire. Moi, j'ai du mal à dire que ce soir le PSG a fait un mauvais match. Ils ont leur ADN, leurs intentions. Première mi-temps, il a dit beaucoup d'erreurs techniques. Oui, mais les erreurs techniques sont venues aussi d'un ensemble collectif technique qui est moins fort que d'habitude. Quand il te manque Johan Neves au milieu, quand tu as Zaïre Emery qui n'est pas aussi fin techniquement, qui peut perdre certains ballons ou qui dans les placements va être un petit peu moins juste dans son intention, dans son mouvement. Ce qu'il faudrait plutôt lui demander, si on lui demande, c'est pourquoi il a opté pour cette tactique avec les 3 mecs derrière. À un moment, Marquinhos allait arrière droit, Zaïre Emery allait un peu arrière droit, on était un petit peu perdu, Hakimi a joué plus haut. C'est plus ça que je lui reprocherais ce soir. Mais dans l'intention, sur le fait de presser, ils ont quand même fait une deuxième mi-temps. Et bon, alors j'y viens à ce que j'ai pas aimé de l'OM, c'est l'OM fait une première mi-temps en essayant de jouer haut, en essayant d'être protagoniste. Et entamer la deuxième mi-temps. Bon, tu le sais que le PSG va essayer de revenir, va essayer de pousser, c'est leur style de jeu, ils le font, même si les titulaires sont pas là, ils vont le faire parce que malgré tout, ils ont beaucoup de qualité. T'as fait une deuxième mi-temps, quasiment aller le cul dans tes 30 mètres. C'était petit bras. Alors certes, c'était valeureux, certes, c'était courageux, certes, ils ont allé au duel, ils ont pas craqué, mentalement, ils ont été forts, tu peux les féliciter pour tout ce qui est attitude caractère, l'OM. Mais sur intention de jeu, ça a donné l'impression, on a mis un but au début, oh putain, pourvu qu'on tienne jusqu'au bout, parce qu'ils on va s'y mettre, on va tenir. Parce qu'ils ont pensé transition. Et ensuite, ils ont pensé transition, et ils les ont eu. Ils les ont eu d'ailleurs, Aubameyang là, mais a priori, Greenwood là. Ça devrait pas être le style de l'OM. Non, mais en l'occurrence, je pense que stratégiquement, c'était de dire on va jouer les transitions, on va essayer de le faire. Ils ont failli le faire. Moi, je pense qu'effectivement, la clé du match, c'est la première période. Tactiquement, Luis Enrique est battu. La bataille des pistons est gagnée par Wea Palmieri et le but vient très tôt. Et là derrière, c'est plus le même match, c'est très compliqué. Mais Rouli fait encore des arrêts de dingue. Il y a les occasions, Rouli sur la frappe d'Hakimi. Il y a plus d'occasions de frappe de loin que de près. D'ailleurs, c'est pour ça que l'expected goal du PSG est aussi faible ce soir par rapport à l'impression globale qu'on a, parce que des occasions, le PSG en a eu, parce que Vitinha est un joueur absolument hors norme, qui va certainement être dans le top 3 du Ballon d'Or, et c'est largement mérité. Et je me souviens quand il est arrivé... L'ensemble des observateurs doutaient, mais quelle recrue Vitinha. On fera une évaluation tout à l'heure. Mais Vitinha c'est un joueur absolument extraordinaire. Voilà. On n'a pas dit un mot de l'ambiance, parce que là, nous devant la télé, on a l'impression. Alors, moi, je dis toujours que Marseille, c'est la plus grosse ambiance de France. Bon, ce soir, c'était une soirée de folie, même si on a l'impression que c'était pas complètement plein, parce que match de lundi soir, peut-être qu'il y a beaucoup de supporters qui n'ont pas forcément pu se déplacer. Non, ça on le raconte depuis 24 heures effectivement, mais c'était quand même assez plein et l'ambiance était au rendez-vous, même aux abords du stade, t'avais pas l'impression que t'étais un lundi, hein. Franchement sur le parvis en arrivant c'était exceptionnel, et après l'ambiance, franchement il y a eu un espèce de soulagement pendant toute la deuxième période, tout le monde était hyper tendu et le soulagement à la fin, ça a fait un bruit qui vraiment pour le coup est très rare en Europe, un bruit comme ça, et ils sont restés très longtemps sur la pelouse, hein, les joueurs, pour profiter avec les 2 virages, c'est reparti à plusieurs reprises. C'était vraiment très impressionnant comme ambiance. Bon, et évidemment, on a pu en profiter sur RMC. Et il y a un truc, Gilbert, aussi, c'est que le match a permis cette ambiance aussi. Si tu veux, l'entame parfaite, ils se sont mis le public dans la poche dès le début, et après tout était bon pour eux. T'avais une équipe de battants ce soir. En fait, c'est la base du foot finalement. Et la base de l'OM aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Je pense que si tu arrives, comme disait Daniel, à garder le lait dans la casserole, c'est pas pour autant que tu dois c'est pas pour autant que tu dois l'empêcher de monter. En général, en fin de match, ça déborde à Marseille. Ça a encore débordé. Ça a débordé, mais pas un peu à cause des Parisiens. Donc finalement, c'est pas trop les Marseillais qui sont en cause. Moi, ce que j'ai aimé, De Zerbi, on y reviendra. De Zerbi, oui, mais ce que j'ai aimé moi dans la fameuse attitude et dans ce que décrit Jean-Louis aussi au stade, c'est que les joueurs ont célébré leurs propres gestes défensifs. Bon, Balerdi en a rajouté dans les oreilles de ses adversaires, mais Aguerd a célébré quand il a sauvé un truc. Moi, je trouve que ces ambiances-là, on les a assez peu en Ligue 1. Et j'ai vu par exemple même des Lyonnais, l'équipe lyonnaise le faire, des gars entre eux, les joueurs, les défenseurs. Ce qui était bien ce soir, c'est ça. C'est-à-dire que ça n'a pas été un immense match, techniquement parlant. Ça a été une très belle bataille, pleine de caractère. Et les Parisiens, évidemment, en prenant ce but à la 4e,
ils ont eu du mal et ils ont été vexés. On l'a vu à la fin, on l'a vu à leur attitude sur le terrain. Ils ont eu un peu de mal en première mi-temps à accepter d'être pris à la gorge comme ça. Je pense que c'est ça la grande victoire. Après, l'autre grande victoire, c'est aussi, je le dis, dans le mercato, parce que et dans ce qu'a fait De Zerbi, parce que le mercato t'amène donc ces fameux joueurs d'expérience qui sont hyper importants. On l'a dit là ce soir. Et après, De Zerbi, on ne l'a pas assez dit, mais en très peu de temps, pour le coup, lui qui a eu du mal parfois à concocter les équipes, là, il a fait, que ce soit pour Madrid, même s'ils se sont fait marcher dessus en partie, et ce soir, il a réussi à mettre son équipe en place relativement rapidement, parce que le mercato, c'est il y a 10 jours. Alors Flo, en faisant le lien entre les deux matchs, je trouve que sans le vouloir, tu poses une vraie question, parce que 2 matchs de suite, alors, ces matchs-là étaient redoutés par l'OM parce que enchaîner Real et PSG, a priori, enfin c'est même pas a priori, c'est certain, l'OM est en dessous de ces deux équipes, on n'est pas du tout dans le même monde, donc tu disais si tu termines avec 2 défaites, tu sais il y avait le triptyque avec Lorient avant, bon Lorient tu t'en es sorti, le Real t'as pas été ridicule et le PSG tu gagnes, mais les 2 matchs tu les as joués dans un style qui a priori ne doit pas être le tien. Enfin, c'est pas ce qui est vendu, c'est pas ce qui est préparé, c'est pas le style De Zerbi, c'est pas ce qu'a priori on devrait attendre de l'OM. Donc on attend une évolution, on attend autre chose. Et quand je dis on l'attend, c'est oui, il va falloir le voir. Peut-être dès vendredi à Strasbourg. Enfin, je sais pas comment va évoluer cet OM. Il a construit cette équipe, tu as raison. Ce soir, ok, les joueurs sont arrivés. Encore une fois, il a fait très bonne impression à Madrid. Ce soir, encore mieux. Mais ils vont pas faire les matchs contre les gros. Chaque fois, ça veut dire attendre et jouer en transition. Ou est-ce qu'il y a autre chose dans la musette? La réalité, Daniel. Bon, après, la réalité, c'est que ce sont 2 équipes qui sont au-dessus. Exactement. Tu as raison. Quand tu es en dessous, c'est une adaptation. Moi, quand tu es en dessous, ça me choque pas d'arriver et de dire à tes joueurs ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Moi non plus. Mais la question que je pose, c'est sur le terrain. Maintenant, il va falloir voir autre chose. Dès vendredi, il faut voir autre chose. Ouais, mais tu as vu, tu as dit, on l'a souvent dit. Il y a vendredi, il joue contre une grosse équipe. Hein. il y a deux championnats. Il y a le championnat du PSG et le championnat des autres équipes. Et ben eux, ils se sont dit ce soir, on va pas faire comme l'an dernier en disant tiens, on va aller jouer dans le championnat du PSG, on va jouer notre championnat avec certes une équipe PSG amoindrie, et je pense que c'est une bonne approche. Dans l'approche, ils se sont pas trompés, ils se sont servis de la Après, dans les 2 cas, même si Madrid c'était bien et ils se sont fait marcher dessus, il y a eu 10 arrêts de rouler en première période. Oui, là en deuxième c'était compliqué. Muter dans ton style, c'est-à-dire faire ces 2 matchs-là, être certainement plus ambitieux à Strasbourg, recevoir l'Ajax où tu as déjà obligation de gagner parce que dans ton menu il y a des matchs que tu dois gagner en Ligue des Champions, des matchs le Real, on te dit rien si tu perds, l'Ajax à domicile, il va falloir gagner. Bon, voilà, à un moment, il va falloir changer, s'adapter en permanence. Et ces adaptations-là. C'est intéressant d'ailleurs. Jean-Louis, ensuite Morin de 32-16. Je dis surtout pas qu'ils vont pas le faire. Je dis que c'est le défi de demain, c'est qu'on voit autre chose de cette OM. Jean-Louis au stade. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont eu vraiment les 3 types d'adversaires depuis le début de saison. Ceux où ils sont vraiment en dessous, donc ils peuvent jouer bloc bas, Real et Paris. Ceux où ils sont au-dessus, donc Lorient, Paris FC, par les individualités, ils arrivent à marquer, à être bons. Et 2 matchs où tu es à peu près dans ton championnat et tu dois faire le jeu Rennes et Lyon. Et là, tu n'as pas réussi à le faire depuis le début de saison. Donc ça va être intéressant justement Strasbourg dans cette optique-là. Il nous attend depuis tout à l'heure, supporter marseillais. Bonsoir Morad. À tous. Bon, vous avez dit à peu près tout ce que je voulais dire. Mais préambule quand même. Ça te fait du bien là de te dire enfin on a réussi à les battre? Alors non, alors moi je suis pas je suis 100% marseillais, mais je suis pas le anti-parisien de base. Paris, on bosse pas dans la même catégorie. Donc comme ça a été si bien dit, ils ont leur championnat, on a le nôtre. Donc on gagne, tant mieux. On gagne, c'est un exploit. On perd, c'est la normalité en fait. Je suis pas dans. Faut être réaliste, avoir les pieds sur terre. Donc on a gagné, tant mieux. C'est une bonne chose. Contre les Real, on aurait pu faire match nul, même si je pense qu'on se fait braquer sur le coup du penalty. Mais après, c'est le football, c'est comme ça. Mais pour moi, on fait un match d'homme ce soir. On fait un match à l'image de Roberto De Zerbi, avec sa grinta, avec los huevos. Mais Daniel a dit un truc qui est totalement vrai. Faut qu'ils apprennent à se calmer. Et on sent qu'il y a des petits manquements sur le cadre technique.
je ne vais pas revenir sur le recrutement, sur la perte de Rabiot et de Rongier, parce que pour moi, c'est une erreur monumentale, mais ça, c'est fait. Il y a une interrogation sur O'Reilly, j'aurais mis Gomez plutôt que lui. Voilà, O'Reilly, on n'en a pas parlé, j'aime bien le match qu'il fait. Pour moi, Gomez, c'est. Ouais, mais si tu veux du jeu, tu auras besoin plutôt de Gomez dans tes matchs où tu veux du jeu que de O'Reilly. Moi, je pense. C'est pour ça que là où je te rejoins, et je rejoins avec ce que disait Jean-Louis juste avant, c'est dans les matchs, même dans les matchs contre les petits, là. Je pense à PFC Lorient, t'as pas encore eu ce que tu dois avoir de l'OM. T'as eu des individualités qui t'ont sauvé le truc, mais collectivement et dans l'animation offensive, t'as pas eu. Et dans l'animation offensive, évidemment, moi je préfère Angel Gomez que O'Reilly, mais comme t'es dans ces matchs-là, peut-être je veux le revoir. T'es dans les matchs les plus faciles, entre guillemets, à mettre en place, pas à gagner, parce qu'en face t'as du lourd. Mais c'est plus facile d'envoyer tes mecs à la guerre avec les Briscard et les Aguerd et les Pavard et les Heuchberg, et en leur disant, et ils sont d'accord avec ça apparemment, tant mieux. Voilà comment on va faire, et éventuellement on fera de la transition même en deuxième, que de mettre en place cette fameuse animation offensive qui tarde à venir sous De Zerbi. Et là, comme dit Daniel et comme vous dites, pour l'instant on l'a pas trop vu quand ils ont eu l'occasion, et on va voir s'il est capable de la mettre en place. Pour l'instant il a réussi l'intégration des recrues, mais notamment défensive, et ça c'est énorme parce que l'OM pêchait tellement défensivement avant l'arrivée de Pavard et Aguerd que là, plus un roulis en feu, là, tu as une défense énorme. Et là, même au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions, ça change tout. Mais tu fais une intégration avec des joueurs c'est des très bons joueurs. En fait, j'ai envie de te dire, on dit toujours que quand c'est des bons joueurs, c'est toujours plus facile. Ça reste le football. Mais, alors, je mets de la nuance. Hein. C'est un super match, pas de problème, on est gagné. Mais il y a certains manquements. Il y a un truc. Vraiment, je reviens sur ce que disait, et pourtant je suis pas toujours d'accord avec toi, Daniel, mais là, pour le coup, tu as vraiment raison. Pour moi, il faut un peu plus de calme et de réflexion logique. Balerdi, enfin, le calme, excusez-moi, ce soir, c'est pas ce soir qu'il faut le dire, il faut plus de calme. C'est justement parce qu'ils ont été en transe qu'ils ont réussi aussi ce match. Moi, le calme, c'est plus quand il faut faire le jeu, quand il faut maîtriser ses nerfs, pas ce soir. Ce que Balerdi pendant le match, pour moi, c'est pas normal. Il est dans la t'es à la limite. Oui, mais c'est un autre. Alors, Brizard, je prends une parenthèse. Brizard fait un très bon arbitrage. Pour moi, il a fait un bon arbitrage. Mais c'est un autre arbitre qui le prend dans le pif. Le jaune, voire un rouge, il peut les prendre. Balerdi sera toujours comme ça. C'est son style. C'est un défenseur limite d'il y a plus 20 ans que d'aujourd'hui, quoi. Mais et c'est pour ça que quand il joue à deux simplement dans l'axe, souvent la limite, le fil, il est plus fin. C'est même moins gênant parce que si à rouge, il repasse à 4, ils ont toujours deux défenseurs dans l'axe. Peut-être ça la tactique en fait. Mais voilà. Mais quand il est sous pression, oui, surtout quand il y a un peu d'espace dans son dos, c'est toujours plus compliqué. Et dans une défense où il a deux mecs avec lui et il défend de bas, souvent il va être bon. Ce soir, au final, il est bon. Il y a les deux hésitations au début de match, mais à la fin, à l'arrivée, il est quand même bon. On va faire une évaluation dans quelques secondes. On va parler de De Zerbi également, qu'on attend en conférence de presse. On se retrouve tout de suite dans l'after, analyse de la victoire de l'OM face au PSG 1-0 et Ballon d'Or à suivre normalement d'ici un petit quart d'heure, l'annonce du Ballon d'Or. Donc on est sur place et on s'y rendra évidemment dès que ça se précise. A tout de suite dans l'after, on est là jusqu'à midi. On continue notre analyse du match. Supporters parisiens, marseillais, on vous attend au 32-16. Beaucoup de messages également sur notre numéro WhatsApp que vous connaissez, 0612 424 424. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure. De Zerbi. Alors De Zerbi, il a réussi à se faire expulser à la fin. Expulsion, c'est un peu ridicule parce que finalement il était derrière le banc, on l'entendait gueuler derrière le banc. À la fin du match, il est rentré sur le terrain. Ridicule, il faut bien que l'arbitre se fasse respecter. Il était en pétage de plomb. Qu'est-ce que tu voulais dire, il est en pétage de plomb, ce qui est un problème. Mais si tu l'expulses, il doit sortir, il ne doit pas pouvoir se mettre raccourci juste derrière le banc. À mon avis, il va prendre plus d'un match et il ne sera pas juste derrière le banc. Et il pénalise son équipe en fait. Et franchement, c'est dommageable. Heureusement que Benatia l'a calmé un peu parce qu'il était en vrillage complet. À la fin, une nouvelle fois, bagarre, comme lors des matchs amicaux de l'OM. En fait, cette tension permanente qu'il y a autour de l'OM, elle ne s'arrête jamais. Si cette équipe veut grandir avec la qualité des joueurs et l'idée de jeu du coach, il faut absolument qu'elle se calme. Le problème, c'est que je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai vu calme De Zerbi. C'est comme si c'était peut-être le matin quand il se réveille. Tout était trop pour lui, quoi. L'événement est trop gros, la pression qu'il supporte, elle est trop forte. Il peut pas faire une saison comme ça. Il peut pas. Là maintenant, il a des joueurs, il a de quoi faire une belle équipe, il a des choix. Et il faut je sais pas, de temps en temps, il faut que son cerveau, il le mette dans le frigo, quoi. Il peut pas faire des matchs comme ça sans arrêt avec la cocotte minute à la place du cerveau. Je pense surtout que il sera suspendu vendredi déjà. Il va être dans la tribune. C'est très dur, à mon avis.
pour une partie de l'effectif, pas pour tout l'effectif. Je pense que maintenant qu'il a des gars comme il avait déjà Husberg, mais les Pavard et les Aguerd qui sont là, eux, en l'occurrence, que des arbitres sexistes comme ça sur le banc, eux, ça les touche pas. Moi, je pense à ceux qui n'ont pas l'habitude des gros matchs. Mais je te disais tout à l'heure, même Balerdi, comme ça, même Balerdi, parce que c'est un jeune joueur. Et il y en a plusieurs, des jeunes joueurs, il y en a d'autres. Il y a le banc aussi qui est avec lui. Et c'est plutôt ça. C'est en ce sens qu'il devrait travailler et que Benatia devrait travailler, parce que Benatia, quand même, on l'a vu à la fin, c'est lui-même qui resserrait les lignes et tout, qui faisait des gestes d'entraîneur, parce qu'il était descendu à côté du banc de touche. Donc là, à un moment donné, on arrive, on est à Marseille, quoi. Mais en revanche, là encore, le recrutement va faire du bien parce que tous ces joueurs-là, les Aguerd et compagnie, Aguerd, c'est encéphalogramme plat. Hein. Quoi qu'il se passe, il ne va pas s'affoler. C'est un animal à sang-froid. Ah non, mais il ne va pas s'affoler. Lui, il est Pavard, on le connaît, il ne va pas s'affoler. Bon, Husberg, visiblement non plus. Donc, si tu veux, il va y avoir comme du monde dans le vestiaire pour calmer, du monde sur le terrain pour calmer. En revanche, c'est vrai que si tu es un jeune joueur et que tu vois ton coach déjà qui te pète les plombs, qui hurlait sur le côté droit, c'est-à-dire que Wea, déjà, tu sais, quand il l'a sur le rad pendant toute la mi-temps, je ne sais plus, c'était Wea, je ne sais plus, j'ai vu il est sorti, il a pris un Doliprane. Ouais. Les mecs, c'est surtout ça qui est gênant. Après, voilà. Ce soir, ce qui est curieux, justement, c'est qu'après tout ce qu'on a vu, ce qu'on a dit sur notamment l'épisode Rennais, c'est bizarre de voir qu'il est toujours dans cet état-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu trop apparemment on va dire, de briefing à son égard. En revanche, ce que je disais tout à l'heure, lui, dans ce qu'il a mis en place et dans ce qu'il est en train de construire derrière, moi je pense quand même que la sérénité viendra de derrière. Et là, on peut dire qu'il est en train de trouver une solution parce que même avec cette défense à 3, ça n'exclut pas de mettre Medina sur un côté. Donc ils ont encore des solutions multiples et qui sont plutôt intéressantes. Même Murillo, quand il entre dans la rotation, Murillo il a tout à fait sa place aussi là-dedans. Donc moi je retiens quand même que si ça peut l'aider lui à se calmer, c'est que quand il va trouver des solutions, à mon avis, il pourra être plus calme. Je pense qu'il n'est pas très sûr de lui. Il n'était pas très sûr de lui, et notamment, à mon avis pour l'instant, de son animation offensive. Si déjà il arrive à trouver une assise, une tactique, une victoire sur le PSG qui peut donner de la confiance, ma foi, c'est déjà beaucoup. Alors, évaluation marseillaise. Jean-Louis, quel est ton homme du match ? Alors, homme du match, moi, Højbjerg. C'est plus taulier peut-être, plus comme du match. Mais je pense que Højbjerg et Aguerd. Il a marqué. Ouais, voilà, Aguerd parce qu'il a marqué et puis il te stabilise toute la défense. D'ailleurs, il a été l'homme du match. Maintenant, il y a un homme du match. Voilà. Mais Greenwood est pas loin aussi. Hein. Greenwood, il faut le citer aussi. Et d'ailleurs, on parlait de Zerbi. On a beaucoup critiqué ses choix depuis son arrivée à Marseille. La réussite de Greenwood, c'est aussi la sienne, puisque pour le coup, c'est lui qui est derrière lui sur le travail défensif depuis longtemps. Tout à fait. Et Greenwood, on l'a assez critiqué pour le OM PSG de l'an dernier où il s'était planqué complètement pour dire que ce soir il a été bon. Moi, il y a un joueur que je vais citer parce que j'ai une intention derrière, c'est Amine Gouiri. J'ai beaucoup aimé son match. Il est titulaire ce soir et c'est pas forcément ce qu'on attend. Mais j'ai aimé son match, il a été disponible, il s'est battu, j'ai aimé son match, et ce que je veux dire au-delà de ça, c'est que ça doit être lui le titulaire. C'est lui le titulaire de l'attaque. Il faut arrêter de croire qu'Aubameyang va redevenir un joueur indispensable, un gros. Il a plus de vitesse, Aubameyang. Sur les balles quand il est parti 2 fois, là, il avait la vitesse quand même. Si vraiment il a la vitesse, il va au bout. Il est vrai que plus jeune. Il a forcément moins de vitesse. Il a moins de vitesse. À Madrid, ça s'est vu. Ce soir, ça s'est vu. Il n'y a aucune raison que Gouiri, que l'OM a recruté l'année dernière, qui a fait cette très belle fin de saison, qui a largement contribué à emmener l'OM là où il est aujourd'hui, à savoir en Ligue des Champions. Il n'y a pas de raison qu'Aubameyang, quand il arrive à l'OM, prenne une place de titulaire et passe devant lui. Je ne vois pas ce que Aubameyang aujourd'hui, je ne parle pas du passé, aujourd'hui a de plus que Gouiri. Gouiri, il faut lui faire confiance. Il y a des joueurs qui ont besoin de confiance à Marseille. Ouais. Et Gouiri, il a besoin qu'on l'installe, qu'on lui fasse confiance, parce que c'est un joueur qui marche à ça, qui marche à l'affect. Aubameyang doit l'aider à s'installer comme titulaire. Aubameyang peut être un joueur qui rentre en cours de match, comme ça s'est passé aujourd'hui. Mais ce que je vois d'Aubameyang en transition ce soir, où justement, comme il est un peu plus frais, il doit faire la diff sur une accélération, il ne le fait pas. Il n'y arrive plus à le faire. Moi, je veux que Gouiri soit titulaire dans cette équipe et qu'il ne soit pas que redevenu un remplaçant ou Aubameyang rentre et je vais sur la gauche. Non. C'est Gouiri le titulaire de cette équipe. Il faut l'imposer. Pour aller dans ton sens, Gouiri, il faut aussi ne pas être trop regardant sur les stats quand il fait des matchs comme ça. Parce qu'il n'a pas marqué depuis le début de saison, Gouiri. Et au début, on commençait à lui reprocher, mais vu ce qu'il amène dans le jeu...
Oui, mais il jouait pas parce que justement on lui reprochait de pas marquer suffisamment. Conférence de presse, on écoute ses premières réponses. C'est parti. Les émotions que vous avez vécues ce soir. Daniel, tu peux traduire ? Il faut qu'il mette plus fort. De l'OM qui m'ont dit finalement on s'habitue un peu trop à ce que cette ambiance soit extraordinaire, mais c'est pas normal en fait d'avoir une telle ambiance. Racontez-nous juste un petit peu les émotions que vous avez ce soir. No, è vero. Non è normale. Bisogna ogni volta che si arriva in questo stadio bisogna apprezzarlo perché arriverà il momento che non saremo più qua e quindi lo rimpiangeremo. Almeno la gente che ama il calcio non può non apprezzare tutto quello che ti dà questo stadio. Ne peuvent qu'apprécier cette ambiance. Sì, abbiamo fatto una grande partita. On a fait un grand match. Primo tempo molto bello, con pressione, grande première mi-temps avec un bon pressing, con intelligenza anche. E secondo forse c'è mancato un po' di energia fisica, credo, o energia fisica o est-ce que c'est l'énergie physique qui nous a manqué? Guardavamo il tabellone 1-0 ou est-ce qu'on était bloqué par le score et le tableau d'affichage? Non vedevamo l'ora che finisse la partita, no? Anche se siamo ripartiti bene qualche volta con Aubameyang, qualche volta con Guiri. Però credo che abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che Paris adesso sta segnando un'epoca. Ci sono state squadre nella storia che hanno segnato un'epoca, il Milan di Arrigo Sacchi, gagné contre un événement, il fait référence au Milan de Sacchi, au Barcelone de Guardiola. Io credo che sia una squadra che stia facendo un calcio diverso e quindi questo porta ancora più valore alla partita che voilà, et ça donne encore plus de valeur au match qu'on a fait ce soir. Pendant ce temps-là, les deux finalistes du Ballon d'Or sont Dembélé et Yamal. On a eu le reste du classement. Hakimi est 6e. Vitinha 3e. Très bien pour Vitinha. Mbappé 7 et Hakimi 6e. Voilà, donc ça se jouera entre Yamal et... Ouais, je crois qu'on le savait ça. Entre Yamal et Dembélé, voilà. Bon, allez, on retourne à 2 Zerbi en attendant. Il y a un peu une baisse d'énergie d'une partie physique. Là, c'est la trad. Bon, vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit là Oui, ça fait 2 matchs de suite où il fait la même analyse que nous en fait. C'est bien. Bon, bah écoutez, encore une réponse. On prend le 2 Zerbi Ball. Attendez, on va peut-être privilégier le Ballon d'Or là parce que c'est Ronaldinho qui. Donc les mecs ne le savent pas. Ronaldinho. Ronaldinho, il a pris un peu. Hein, attends, on va voir s'il l'annonce à 48 précisément, comme ils disent dans le programme. On est à 47,50. Ah, 47, ça, ouais, il va être à leur pile. Hein, regarde, il va l'annoncer pile à 48. C'est bien fait. Allez, Dembélé, on n'en parle plus, c'est bouclé. La lumière est sur lui. La lumière est sur les deux. Ouais, mais un peu plus sur Dembélé, j'ai vu dans les yeux. Ronaldinho qui est venu avec des lunettes de soleil. Il faut dire que c'est vrai que nous sommes en plein soleil. Hein, il est un peu vedette, Ronaldinho, c'est un peu une star. Bon, allez, Ronny, là-haut, on avait dit à 48, à 10 secondes de retard. Ça y est. Ah, il fait l'enveloppe. Il ouvre l'enveloppe. Le bruit de l'enveloppe. Yamal ou Dembélé. Tu vois, regarde, il y a un peu d'éclair dans les yeux de Dembélé. Le suspense est total, messieurs, dames. Allez, Dembélé, on n'en parle plus. Et là, attention. Il a dit Dembélé. C'est Moussa Dembélé. Ousmane. Bravo. Ousmane. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui est donc Ballon d'Or. Magnifique. Quelle surprise! Ah, quelle surprise! Attends, c'était pas si évident quand même. On va voir les points au classement. C'était évident pour nous, mais c'est bien. C'est un collectif, c'est parfait. Non, mais c'est logique, les gars. Dembélé Ballon d'Or, franchement, celle-là, il fallait. Est-ce que Nasser Al-Khelaifi va sortir le champagne du coup? T'imagines si on te dit Dembélé Ballon d'Or au mois de décembre de l'année dernière? Quand il tirait au-dessus. Je pense que tu rigoles. Ouais. Bah, comme quoi. Non, mais du coup, est-ce que la soirée est gagnée, tu vois, malgré la défaite? Puisque le plus important, c'était le Ballon d'Or. Ah oui, non, mais pour le PSG, c'est anecdotique la défaite ce soir. Ouais, en tout cas, on voit Nasser Al-Khelaifi tout sourire. Hein. Je pense que c'est la soirée de sa vie. Bon, je sais pas qu'on entend là. C'est la chanson. Tu sais, les chansons. Dembélé Ballon d'Or. C'est ce qu'a chanté Luis Enrique en conférence de presse. Ça. Absolument, c'est la chanson des Parisiens. Et il y avait Neves et Doué qui étaient juste derrière lui, là, qui l'ont félicité en premier. Non, c'est quand même, c'était pas gagné d'avance contre Yamal. Non, bien sûr que c'était pas gagné d'avance, c'est ce qu'on espérait. On trouve que c'est normal, franchement c'est fort pour lui. Je sais pas si un joueur a déjà eu le Ballon d'Or comme ça, alors qu'un an avant, mais même pas en rêve, tu peux imaginer une seconde que ce mec-là sera Ballon d'Or un jour. Parce que, honnêtement, il faut dire la vérité, il y a un an, on est fin septembre l'année dernière, mais qui peut dire que ce mec-là le sera un jour dans sa vie?
dans sa vie. Avec tout ce qu'on savait de lui, c'est-à-dire le talentueux irrégulier, le talentueux qui peut rater un but à 2 mètres tout fait. Personne. C'est fou ce qui s'est passé cette année. Et qui aurait pu dire il y a un an qu'il y aurait le premier, le troisième, le sixième et le neuvième. Jamais le PSG dans l'année 2025, elle est. On a rarement vu une équipe à ce point. Mais bon, tout écrasé en 6 mois. Faut rappeler quand même que dans l'histoire, c'est dingue parce que on parle du foot français. Il y a quand même eu que Copa, Platini, Papin, Zidane, Benzema et Benzema. Donc en fait, c'est pas si facile quand tu es français d'avoir le Ballon d'Or. Je crois que c'est les Argentins qui ont le record grâce à Messi en nombre de fois. Pensez quand même pour coach Courbis qui a lancé à Rennes et qui lui voulait le mettre en neuf avant tout le monde. Avant que des génies se penchent sur le berceau. On avait un petit indice quand Yamal a eu le trophée Copa tout à l'heure. C'est-à-dire le trophée du meilleur jeune. Qui n'aurait pas le Ballon d'Or. Ah oui, tu dis Tour de France, tu ne peux pas gagner le maillot blanc et le maillot jaune. Faisons les choses dans l'ordre. Ça, tu peux pas. Non. Après 23h, on reparlera du Ballon d'Or. Mais d'abord, j'aimerais bien savoir ce qu'il dit Dembélé. On peut pas l'avoir le discours. Non, on peut pas avoir en direct, je crois. Bon, on enregistre tout ça, on le réécoutera tout à l'heure. Il y a moyen qu'il fasse 2-3 petites vannes. Il est assez bon, il est assez drôle. Je pense qu'il est très ému. Je pense qu'il est très ému, vraiment. Bon. On l'entendra tout à l'heure. Ça fait plaisir aussi parce que c'est un bon gars, Ousmane Dembélé. Globalement, il faut le dire aussi. Par rapport aux joueurs qu'on croise, avec qui on discute, voilà. C'est pour ça, des fois, il peut y avoir une petite saillie hydrolatique avec lui. Il est bon. Dans un instant, on finit l'évaluation. On aura Mathieu qui est supporter parisien. Ça gâche pas la soirée du PSG, non, parce que pendant 24 heures, on a l'impression que tout allait être gâché. C'est formidable. Surtout que Daniel, il est 22h50. On a finalement assez peu parlé du PSG ce soir. Il faut qu'on en parle avec Mathieu dans quelques instants. On continue l'évaluation. On n'a pas fini celle de Marseille. On n'a pas fait celle de Paris. Jean-Louis reste avec nous encore un peu si tu veux bien. On n'a pas écouté De Zerbi. On se retrouve dans quelques instants. Bon, on a entendu une réponse de Zerbi, mais il s'avère qu'il est arrivé en même temps que le Ballon d'Or. Décidément, l'OM a tout fait ce soir pour court-circuiter le Ballon d'Or. De Zerbi en même temps que l'annonce. Et au passage. On le voit sur les écrans, ça le fait marrer. Sur le Ballon d'Or, je pense que quand même tout ce qui s'est passé autour de Yamal dans l'été, en dehors de la réussite sportive de Dembélé, a pu lui nuire quand même au jeune Yamal. On parle de quoi De tout, des fêtes, de l'entourage, de tout ce qui a été fait autour de lui. Il y a la finale de la Ligue des Nations aussi où il salue pas Ronaldo qui a pas joué en sa faveur. Yamal, c'est un génie, c'est un joueur incroyable, mais il va falloir qu'il contrôle un peu sa vie, son entourage et tout, sinon ça peut briller. Il a que 18 ans. Dans ce Ballon d'Or, on rappelle ce qui s'est passé avec Zidane, on rappelle tout ça peut jouer dans l'image que ça donne des joueurs. Et d'ailleurs, c'est pas totalement bête parfois, parce que c'est vrai que Dembélé, pour le coup, il a une attitude globalement irréprochable. 22h56 sur RMC. Jean-Louis Tour est au stade. Florent Gautreau, Daniel Riolo sont là. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Et l'OM qui bat le PSG ce soir 1-0. On continue notre évaluation. Tout à l'heure, on entendra une bonne partie du discours d'Ousmane Dembélé. Donc si vous avez raté ça, restez bien à l'écoute. Très ému. Oui, on le voit beaucoup pleurer. Il a pleuré. Il a beaucoup parlé de sa famille et de ses amis. Et il était en larmes 2 ou 3 fois de suite. Là. Et oui. C'est sa maman ? C'est sa mère, là, que je crois qu'il monte sur le... C'est vrai ? Sur le podium. C'est beau ça, bravo. Bon, Mathieu est là, supporter parisien. Salut Mathieu. Salut les gars. Bon, c'est quoi ta priorité du soir ? C'est le Ballon d'Or ou le match ? Oh non, c'était le match quand même. D'accord. Ah bah je suis content de l'entendre dire parce que si on en croit, ce qu'il ne faut jamais croire, les commentaires sur X, qui comme d'habitude sont toujours à côté de la plaque, c'est un monde parallèle. Le match n'avait aucune importance. Tout était Dis-lui Mathieu, il faut qu'il arrête. Mais non, mais en fait il fait une fixette que sur les messages qui vont pas dans son sens. Mais il y a plein de gens qui sont d'accord avec toi sur ça, t'inquiète pas. Non, mais je le sais. Mais il y a quand même ces gens qui pensent que la cérémonie du Ballon d'Or, ça fait la promotion de ton championnat et tout. Mais les gens délirent ou quoi ? Le fait que Dembélé, ce qui fait la promotion de ton championnat, c'est le PSG qui gagne la Ligue des Champions. C'est une Ligue 1 qui est visible. C'est des bonnes équipes en Ligue 1. C'est une concurrence en Ligue 1. C'est des bons joueurs révélés par notre championnat. C'est ça qui fait la cérémonie du Ballon d'Or. C'est la cerise sur le gâteau. Et ce soir, elle n'est pas gâchée. C'est comme si un acteur, ils ont pleuré. Pas, je dis encore une fois, je précise bien, hein, pas tous, mais tous les Qatarix, ils pleurent sur ils sont pas là, mais des fois il y a des acteurs qui sont pas allés chercher un Oscar ou un César. Ça peut empêcher qu'on voit le film et que le film soit un chef-d'œuvre. La saison du PSG, c'est dans sa deuxième partie, c'est un chef-d'œuvre. Dembélé, c'est César et Oscar à la fois sur ce qu'il fait sur la deuxième partie. Rien n'est gâché. Tout est là, tout est présent ce soir. Le monde entier le voit.
Bon, la parole à Mathieu. À quel moment on n'a pas vu les choses? On les a vues, les choses. Mais ça fait 12 heures qu'on entend une tribu. Non, mais attends, il y a quand même des gens qui sont influenceurs qui disent ça. C'est pas que les fameux KTRX et tout. Il y a un journal. Oui, enfin, il y a un journal. Influenceurs, c'est quoi les influenceurs? Mais c'est des gens qui sont suivis. Mais c'est pour les gens influençables, oui, les influenceurs. D'accord, mais c'est n'empêche que tu ne peux pas balayer d'un revers de main cette nouvelle consommation du foot. C'est des gens. Moi, j'aime me confronter à eux pour leur montrer qu'ils disent et racontent n'importe quoi. Mais quand en plus, c'est alimenté par le quotidien historique du sport français qui, pour défendre ses petits intérêts mercantiles, a balancé depuis 12 heures que la cérémonie du Ballon d'Or, c'est plus important que le match ce soir, là, je trouve qu'on touche le fond. Alors, je sais que cette boutique organise le Tour de France, est devenue aujourd'hui plus promotion du sport que du journalisme, alors que c'est normalement un petit peu un exemple pour notre métier depuis des années. Là, sur les 12 dernières heures, ils m'ont fait honte. Ils ont fait honte à notre métier. Et je les invite à venir débattre de ça, mais sauf qu'ils ne veulent pas venir. Ils sont incapables de débattre aujourd'hui. Leurs prises de position sont alarmantes pour tout notre sport. S'ils veulent vraiment faire rayonner la Ligue 1, ils doivent dire que c'est formidable et c'est génial que Dembélé, on est tous contents de la saison du PSG, de tout ce qui s'est passé, mais à côté de ça, il faut lutter pour la compétitivité de notre Ligue 1, de pas un club qui écrase les autres. Alors, tiens, Daniel, ça va te faire plaisir. Pendant ce temps-là, je vois les images du CUP, le COP parisien, qui n'a pas pu se déplacer à Marseille et devant le théâtre du Châtelet avec tambour et drapeau. C'est bravo, ouais. Je trouve que c'est... Bon, Mathieu, évaluation parisienne. Ce soir, on a beaucoup parlé de l'OM depuis le début de l'émission, c'est normal, ils ont gagné. Qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir sur les performances individuelles des joueurs parisiens? Ce que je veux commencer par dire, c'est qu'on sait pourquoi il y a des joueurs qui étaient remplaçants avant tous les blessés. Je pense notamment à Ramos et Zaïre Emery. Leur rapport au ballon que je trouve vraiment limité, surtout Ramos. Je vais pas compter le nombre de fois où on lui a fait une passe en pivot et la remise était mal jugée, mal dosée, perdue. Zaïre Emery, habituellement, il met de l'impact physique, mais là, je l'ai trouvé dépassé. Et pareil avec le ballon compliqué. Donc, moi, je lui vois plus un futur dans un rôle de doubleur d'Hakimi en latéral droit plutôt qu'autre chose. Et puis, après, bon match de Marseille. Mais voilà, il y a des individualités qui font que le jeu que veut mettre en place Paris, tu as besoin d'être juste techniquement, et quand les joueurs sont pas capables, c'est pas possible. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le débat, c'est formidable. Vous avez Emery, Ramos, Boulet, quoi, pour toi. C'est formidable la tactique, c'est formidable d'avoir un bon entraîneur qui a des super idées, mais l'individualité, les recrutements à 70 millions, quand ils sont bien faits, parce que l'argent, quand tu l'as, il faut savoir également bien l'utiliser. Et ça aussi, c'est à mettre au crédit de Luis Campos notamment, d'avoir fait un recrutement avec des joueurs qu'il a mis à disposition d'un bon entraîneur. Et ils ont pondu une très très belle équipe. Mais ce sont les individualités qui font la diff. Quand on les a pas, ça se voit. Alors après, il y a quand même un truc. Florent et Mathieu. Il y a quand même un point que soulève ce match, à mon avis, et un point qu'on a soulevé déjà dans ce début de saison et dans l'avant-saison, c'est quand même le recrutement, on va dire, des joueurs de rotation. Puisque tu fais référence à ça, Mathieu. Ça c'est vrai. Et moi je pense que ce soir c'est important. C'est pas juste de se dire si on balaye d'un revers de main ce match en disant comme le fait Luis Enrique, on peut perdre des matchs de foot et nous on peut dire ils s'en foutent, le PSG ils seront champions donc c'est pas grave. Moi je pense qu'on oublie un truc qui peut être utile même en Ligue des Champions parce qu'ils n'ont pas eu de blessés l'an dernier alors qu'ils vont peut-être en avoir cette année. On a dit dans l'after, et on était plusieurs à le dire, que ce recrutement était insuffisant en quantité. Et je pense que 3 recrues, puisqu'il y a eu 3 recrues cet été, si je ne me trompe pas, c'est insuffisant, puisque certains ont montré, comme l'a dit Mathieu, des limites qu'ils montrent à chaque fois. Et si, Flo... Oui, mais... Donc ça, c'est un vrai souci. Si on se penchait sur cette réflexion et sur ce à quoi servent les joueurs de rotation, pour se dire aussi que le Grand Barça, le Real qui gagne 3 Ligues des Champions de suite, le Milan des années 80, toutes ces grandes équipes, au final, n'étaient que 12, 13, 14 joueurs grand max. Et que c'est toujours des équipes resserrées qui gagnent, qui finissent... C'est pour ça que quand il n'y a pas de souci. Exactement. C'est pour ça que c'est très rare d'enchaîner, de gagner 2 années de suite, et ce qu'avait fait le Real ou le Milan en 100 ans, et d'ailleurs que le Grand Barça n'avait même pas fait, parce qu'il gagne 2009, 2010 il ne gagne pas, 2011 il gagne, 2012 il ne gagne pas, 2013 ils prennent une tarte par le Bayern, après ils disparaissent un petit peu avant de regagner à nouveau avec une équipe complètement différente, mais que finalement on est sans arrêt en train de parler de rotation, que ça sert en fait à faire souffler à des moments précis les titulaires, mais sur les petits matchs.
C'est ça. Mais que sur tes gros, en fait, est-ce que tu gagnes avec ta rotation? Non, mais tu peux pas. Non, mais je pense que le PSG, quand même, peut faire mieux que le banc actuel pour avoir une rotation pour la Ligue 1. Quand tu feras tourner que tu joueras avec Mayoulou, que tu joueras avec Lee, que tu joueras avec Ramos, les matchs de Ligue 1, tu les gagneras. Il n'y a pas que la Ligue 1. Moi, je te dis que l'an dernier, c'est les 12 pour la Ligue des Champions. Mais ça l'an dernier, ça a été un miracle qu'ils les aient eu quasiment tout le temps. Ils les ont eu pour 6 mois. Oui, mais la preuve, c'est que là, tu vois, ça pète et ça va continuer de péter. Ce soir, tu as Nuno Mendes qui se prend limite une entorse de la cheville. Il y a une forme de logique, en fait. Et Vitinha qui en prend. Donc moi, la question de ce soir, la question sérieuse, le PSG, c'est pas la défaite qui effectivement et peut-être, je parle du côté PSG, elle n'est pas anecdotique du tout côté marseillais, elle est peut-être anecdotique côté PSG dans la saison. Je pense que ça ne veut pas dire grand chose pour eux effectivement parce qu'il manque Edoué et Neves et Barcola et Dembélé. En revanche, la question légitime pour la rotation en Ligue des Champions, c'est de se dire le PSG a été trop on va dire trop économe cet été sur le mercato pour ses joueurs de rotation, ou en tout cas trop gentil avec ceux qui ont montré des limites. 40 sur Bradley Cooper, 50, peut-être même un peu plus, 45 sur Chevalier et Renato Marine. Mathieu, est-ce que tu en sauves un ce soir de joueurs parisiens? Oui, Vitinha quand même, comme d'habitude, on va dire. Carrément. Zabarni, troisième du Ballon d'Or. Le milieu de terrain que la plupart des Qataris sont pleurés n'a jamais été aussi bien classé au Ballon d'Or. C'est fou, obligé de le replacer, ça. Je le replace. Moi, Vitinha, j'ai toujours aimé, quoi. Non, mais Vitinha ce soir au passage. Donc tu sauves Zabarni, Vitinha. Ce soir, honnêtement, Vitinha fait un très bon match. C'est dur de faire un très bon match dans ce PSG-là. Il a l'ai pas trouvé très bon. Qui ça, pardon? Hakimi, je l'ai pas trouvé très bon aujourd'hui. C'est parce qu'il n'était pas à sa place et tout. Mais enfin, c'est quand même le gars, quand il a le ballon. Moi, il y a plusieurs choses sur Hakimi et Nuno Mendes. Très clairement, leur positionnement les a gênés, les a mis en porte-à-faux. Je pense quand même que Nuno Mendes, le coup qu'il prend sur les minutes qu'on suivit sur le match, je l'ai vu à un moment donné se faire prendre de vitesse plus ou moins par Pavard, ce qui m'a paru un petit peu curieux. Je me demande si, en gros, cette entorse là qu'il a eue sur le terrain n'a pas joué. Zabarni a été bon dans le duel, dans une défense à 3. Je demande à voir pour le reste, pour la ressortie de ballon. Je peux pas juger sur ce que j'ai vu là, même si c'est un bon joueur. Mais Vitinha, moi, je trouve que dans ce match-là, jusqu'au petit lobe tenté sur Rouli, il y a un joueur qu'on n'a pas cité, mais qui fait une belle boulette ce soir, c'est Chevalier. Il nous a fait une sortie à la Donnarumma. Faut le dire. C'est une mauvaise sortie. Enfin, je dirais même pas la Donnarumma. En plus, le blessé derrière. Ouais, non, genre il y a faute. Ouais, c'est ça ce que je voulais dire. Même ses coéquipiers, genre c'est pas pire que ce qu'a fait Gendouzi dans le derby de Rome. J'avais pas vu l'image, mais celle-là t'es encore plus magnifique. Mathieu, un truc à rajouter pour conclure? T'as raison quand même. Non, mais souligner ça, Gilbert, sur Chevalier, parce que Chevalier, il avait fait des débuts quasi parfaits. Évidemment qu'on l'attend et que tout le monde l'attend aussi sur ça. Et bizarrement, c'est même pas la sortie aérienne classique sur coup de pied arrêté, tu sais. C'est non, effectivement. Pour lui, normalement, c'est la balle. Il pourrait même aller l'attraper à deux mains. Absolument. Là, pour lui, c'est quand même c'est la maladie des gardiens, de jugement dont il n'est pas coutumier. Mathieu, oui, pour conclure, vas-y. Ouais, c'était juste pour répondre par rapport à Florent sur le recrutement de Paris cet été. Pour moi, c'est pas forcément un problème de quantité, c'est un problème de compatibilité des joueurs qui sont présents sur le banc avec le style de jeu de Luis Enrique. Ramos, c'est pas compatible. Zaïre Emery, malheureusement, je pense que... Lee, c'est compatible, mais il n'est pas assez fort. Zaïre Emery, techniquement, c'est un peu faiblard. Ok, d'accord, mais bon, oui, je comprends ce que tu veux dire aussi. Après, qui d'autre? Non, mais je pense que l'erreur de Luis Enrique, là, de leur stratégie de dire si j'ai pas mieux qu'un tel, je veux personne. Ok, je pense juste que... ça veut donc dire, comme dit Daniel, que tu te condamnes à jouer forcément tout à 13 et à 14 tout le temps, et que ça, je pense que c'est un risque. Pour moi, c'est le seul risque. On dit, est-ce qu'ils peuvent répéter la même saison? Ils peuvent aller très loin en Ligue des Champions. Mais tu vois bien là, ce soir, et même ce sera le cas évidemment si c'est le cas avec d'autres joueurs, que sans Dembélé, Doué et je pense même surtout à Neves en premier, peut-être au milieu de terrain, bah tu pourras pas. Donc, mais si ce milieu de terrain il est cassé des trois hommes, tu as du mal. Mais quand même, encore une fois, je vais reprendre mes exemples, Flo. Tu peux les prendre après la pub? Si tu veux, Gilbert, tu veux. Très bien. Je remercie Mathieu au 32-16 et ensuite on conclura sur ce match. Tu ne fais pas le coup après la pub de maintenant on fait ça, non.
Ballon d'or. Reste concentré. À tout de suite dans l'after. Il est 23h12. On remercie Jean-Louis Tour qui nous a laissé. Il est tard à Marseille. Le match est fini depuis maintenant plus d'une heure. Daniel Riolo est là. Florent Gautreau est là. Les gars, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur non. OM-PSG c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur OM-PSG? Il avait oublié. J'y arrive. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur OM-PSG que vous voulez dire? C'est là que tu peux y aller avec ton truc. Puis après, Flo, il va encore parler d'un joueur marseillais. Avoue que tu étais en train de ramer un peu et que tu avais oublié. Mais oui, mais moi, je prépare des choses. Je prépare la suite, je cale des sons, je parle avec le producteur. Et voilà. Alors que vous foutez rien. Non, parce que Flo faisait allusion au milieu de terrain et je lui disais, pour revenir un petit peu aux exemples que je donnais tout à l'heure, sur les 3 du milieu, mais en fait, on repensera encore une fois que ce qui marque l'histoire d'une équipe qui gagne une fois, et 2 c'est encore mieux, et 3 c'est quasiment jamais fait, c'est quand tu parles du Real, Modric, Kroos, Casemiro. Quand tu parlais de Xabi, Iniesta, Busquets. Donc là, est-ce que Ruiz, Neves, Vitinha, tu vas en reparler, ou est-ce qu'un d'eux va se blesser, tu n'auras plus. Mais tu gagneras et tu regagneras probablement qu'avec les mêmes hommes. D'autant plus au milieu parce qu'à ou alors après quelques années quand Rakitic était venu à la place de Xabi, mais ça avait pris du temps. Et d'autant plus ton exemple est bon pour le milieu parce que finalement on n'a pas trouvé mieux que ces 3-là, alors que devant une absence est compensable. Souvent. Parce c'est pour ça que je Vara, dis toujours que, Dembélé, c'est la salle des machines, que c'est là où tout se passe. Quand tu fais référence à toutes les grandes équipes de l'histoire, c'est toujours le côté, le carré magique des Bleus, le milieu à 3 de l'époque Deschamps, même si en termes de jeu, c'était pas la folie, mais c'était les mêmes mecs, c'était ça. Alors que devant, Zidane, parfois, était accompagné d'un tel. Voilà. Je mettrais un bémol, je rajouterais plutôt un endroit où, à mon avis, ça peut pêcher, et c'est dans le sens que je disais que l'été n'a pas été suffisamment fructueux sur le mercato, c'est les latéraux. Parce que, pareil, Hakimi, Nuno Mendes, ils ont quasiment la même importance, y compris dans le développement du jeu offensif, que pour d'autres raisons, les 3 du milieu dont tu as parlé. Et je pense quand même que te dire juste, ok, c'est bon, je repars avec Zaïre Emery qui remplace Hakimi, ou Neves même qui descend arrière droit, je pense que c'est quand même une forme de point faible. Je pense que c'est une forme de point faible. Après, évidemment, si personne se blesse et que tu as à peu près tout le monde, je pense moi que tu as un meilleur gardien que tu peux faire malgré tourner, tout. Ou que tu peux faire tourner. Je te dis, dans les petits matchs, là où le Real, dans les débuts de saison, était souvent pas bon, avec ses joueurs, avec son 11 magnifique, les premiers 6 mois, tu avais des changements, tu avais des mecs qui jouaient un peu. Tu dis, c'est peut-être lui maintenant qui a pris la place d'un, et puis hop, arrivait janvier, bim. Finalement, ce que le PSG a fait l'année dernière, un peu involontairement à partir de janvier, d'autres équipes avaient un peu calculé un petit peu comme ça. Et c'est peut-être ce qui va se passer encore cette année. En janvier, tu auras le 11 avec les 3 mêmes, avec les joueurs qu'on a connus, qui ont gagné la Ligue des Champions. Avant de parler Ballon d'Or, Flo, je crois que tu voulais reciter 1 ou 2 joueurs marseillais. Non, juste dans l'évaluation. Moi, j'en ai un, mais on l'avait dit comme ça en racontant le match, c'est Rouli. Parce que sur les 2 matchs, alors, si tu enlèves le péno un peu généreux donné au Real en Ligue des Champions, le Marseille pouvait s'en tirer avec un nul. Rouli avait fait 10 arrêts dans la première période, ce qui était du jamais vu. Et ce soir, si tu regardes bien, il y a les arrêts évidents. Il en fait en première mi-temps qui est énorme. Il y a des arrêts énormes. Sur le frappe d'Hakimi, là. Mais il y a aussi des choses moins visibles. Quand il anticipe des actions, je crois que c'est aussi devant Hakimi ou je ne sais plus devant quel joueur, ou devant Vara, il anticipe suffisamment à l'avance et il sort le ballon en touche. Il fait une autre sortie après en deuxième période. Je pense quand même que là, ces arrêts-là, cette attitude et le fait que je l'ai dit maintenant, l'arrière-garde est beaucoup plus solide et expérimenté, avec en plus un gardien aussi fort, là je pense que c'est quand même de bon augure pour l'OM.